Bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette première projection du nouveau programme des mois de mai et juin, avec cette avant-première du dernier film de Laurent Nègre qui s'appelle The Forgotten Man et qui va vous être projeté ce soir en partenariat avec Xenix, le distributeur, et avec Borcadre, le producteur suisse du film. Il s'agit d'une coproduction donc suisse et anglaise. Donc le film que vous allez voir ce soir, c'est une fiction historique qui raconte la trajectoire de l'ambassadeur de Suisse à Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le film ne se déroule pas pendant la guerre, mais bien à l'issue de celle-ci, alors que Hitler vient de se suicider. Et l'ambassadeur doit retourner en Suisse pour rejoindre sa famille. Et dans son pays natal, on va notamment lui reprocher son ambivalence et les choix parfois discutables qu'il a dû faire dans le cadre de son mandat à Berlin pendant près de 8 ans. Le film a d'ores et déjà connu un bon succès dans les festivals en Suisse. Il a notamment été projeté en fin d'année dernière lors du festival de Zurich, mais aussi au GIF à Genève, ou encore en début de cette année lors des 58e Journées de Soleure, et encore plus récemment lors des prix du cinéma suisse. Le réalisateur Laurent Nègre était censé être là avec nous ce soir, et vous prie d'excuser son absence. Il est pris dans les aléas d'un tournage dans le sud de la France et il n'a pas pu nous rejoindre à la dernière minute. Mais en revanche, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir, d'une part, le producteur suisse du film de Borcadre, Dan Wexler, mais aussi les comédiens et comédiennes Cléa Eden, Yann Philippona et Simon Roman, qui vont me rejoindre sur scène pour que vous les voyiez, et que je vous prie d'applaudir sous un tonnerre d'applaudissements. Bienvenue, merci beaucoup d'être là ce soir. On va pas trop vous en dire avant le film, je vais juste rapidement laisser la parole à Dan Wexler pour vous introduire rapidement, en complément de ce que j'ai déjà dit, le film que vous allez voir. Et je vous invite d'ores et déjà à rester avec nous après la projection, car nous aurons l'occasion de discuter lors d'une espèce de table ronde du film que vous allez voir. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions, mais Dan, je te laisse la parole. Merci pour cette introduction. Merci à la Cinémathèque Suisse d'accueillir ce film en avant-première à Lausanne. Demain, ce sera la sortie du film, en fait, en Suisse romande. On a dissocié la sortie du film en Suisse alémanique. Ça s'est passé il y a 3-4 semaines. Dès demain, en Suisse romande. Donc avant-première, ce sera à Lausanne, à la Cinémathèque, en partenariat avec nos amis finalement de la Cinémathèque qui ont déjà eu l'occasion de diffuser certains de nos films. Comme vous l'a dit, malheureusement Laurent, et son excuse, il ne pourra pas être là avec nous ce soir. Alors j'essaierai de me substituer à Laurent pour répondre aux questions que vous adressez à la réalisation. On a fait le film ensemble, ça fait des années qu'on travaille sur ce film. Je pense que je pourrais répondre aux questions qui lui sont adressées, et puis si c'est pas le cas, je passerai. Merci aux comédiens d'être venus. C'est la jeune génération des comédiens dans ce film. Vous verrez, il y a 2 générations, voire 3. Je suis certain que vous aurez beaucoup de questions à leur poser à l'issue de cette projection. En tout cas, belle projection à vous tous. Merci, ça fait plaisir de voir. Ah oui, ça c'est important quand même que je mentionne. Ça fait plaisir de voir du public au cinéma. Parce qu'on a un peu tendance à plus trop y aller ces derniers temps. Voilà, les plateformes, tout ça. Donc continuez à aller au cinéma, c'est super important. Il y a des tas de gens qui travaillent pour faire des films magnifiques. Donc je vous remercie d'être là ce soir. Merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure pour la discussion et une excellente projection d'ici là. Bonsoir, j'espère que le film vous a plu et j'invite les comédiens et comédiennes et le producteur à me rejoindre sur scène pour une petite séance de questions-réponses. Merci de les applaudir à nouveau. Alors merci beaucoup, on va commencer par quelques questions et ensuite assez rapidement, dans l'idéal, on essaiera de vous faire circuler aussi des micros, en tout cas un micro, pour que vous puissiez également poser vos propres questions.
mais je vais commencer par quelques questions générales. Et je rappelle aussi que Laurent Nègre étant absent ce soir, c'est Dan Wexler qui jouera son rôle dans la mesure du possible, mais ils ont travaillé ensemble pendant 10 ans sur ce projet, donc je suis sûr qu'il le fera extrêmement bien. Et je vais peut-être commencer par une question pour toi, Dan, qui est la question du choix du mode discursif et du mode de la fiction plutôt que du documentaire pour parler de cette période historique précise. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de ta part et aussi de Laurent ? Alors, le projet est une initiative, à la base c'est une proposition de Laurent Nègre, c'est lui qui est venu chez moi avec ce projet, donc c'était quelque chose... voilà, le sujet a été développé par lui, ça fait partie de ses préoccupations, il s'intéresse à l'histoire en général, il s'intéresse à cette période de l'histoire en particulier, et le choix d'aller vers la fiction était un... Je m'excuse, c'est absurde, j'ai mon truc qui s'est déclenché, il y a de la musique. Alors, c'est tout à fait de circonstance, finalement. C'est fait. Et donc... Laurent, c'est un auteur, c'est un réalisateur, et donc il a travaillé sur cette question, cette période de l'histoire l'intéresse, et je pense que pour lui, il s'agissait de... Il l'a souvent dit, pour lui, la fiction est un chemin assez court vers la vérité, donc c'est comme ça qu'il formule les choses, c'est sa manière de s'exprimer plutôt qu'à travers le documentaire. Donc il pensait aussi que pour parler d'un tel sujet, à travers la fiction, il pourrait rendre ce sujet peut-être plus accessible, ou en tout cas à plus de monde. La perception d'un film de fiction est un peu différente que d'un documentaire où là on va aller s'instruire, on va aller chercher peut-être des informations précises. À travers la fiction, il peut soulever le débat, susciter des questions, et c'était une intention commune en fait, par rapport à ce sujet-là en particulier. Et puis, dans la foulée, peut-être une autre question plutôt formelle, qui est cette question du choix du noir et blanc. Ça ne va pas forcément de soi de tourner un film qui soit historique ou pas en noir et blanc. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix Il y a deux réponses. D'abord, d'abord, c'est un choix artistique. On est en 1945, donc peut-être pour le spectateur aujourd'hui, à notre époque, faire un film en noir et blanc, ça nous met tout de suite en contexte. Voilà, c'est un film d'époque, on est en 1945. Ça nous rappelle aussi peut-être le cinéma qui était filmé à cette époque. Donc c'est une décision artistique. Et puis après, ça c'est plutôt la production qui va répondre à ça. Mais c'est pas comme ça qu'on a réfléchi. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que faire un film en noir et blanc, ça nous évite certains soucis quand on fait une reconstitution historique. Et on avait assez peu de moyens pour faire ce film. Comme vous l'avez découvert, on tourne quasiment dans un décor unique. Donc en fait, c'est assez pratique le noir et blanc parce que ça nous permet de gommer ou d'effacer certaines choses liées à la modernité qui en couleur peut-être aurait pu paraître anachronique. Et du coup, je sais pas, c'est pratique en fait le noir et blanc. Après, il y a plusieurs sortes de noir et blanc. Nous, on a essayé de bien travailler le noir et blanc au moment de la post-production pour qu'il y ait des qualités esthétiques aussi dans le film. Mais là, pour votre question, c'est une décision. On fait un film d'époque, on est en 1945, on a envie de replonger dans une époque et tout le monde comprend ce langage. Donc voilà, c'est pour être plus direct. Puis se faire plaisir. On n'avait jamais fait de film en noir et blanc. Oui, c'est le plus important. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on a aussi la chance, je le rappelle, d'avoir 3 comédiennes et comédiens, Cléa, Yann et Simon, qui sont là à ma gauche. Et donc, un peu de manière transversale, moi, la question que je voulais vous poser, c'est une question qui, à mon avis, traverse tout le film, mais je voulais savoir comment vous vous situiez par rapport à ça. C'est cette question qui est assez centrale et assez universelle peut-être aussi, du conflit générationnel qui se trouve au centre de ce film. C'est-à-dire qu'on observe plusieurs générations qui s'affrontent verbalement, parfois même presque physiquement. Et je voulais savoir, dans l'appréhension de vos différents personnages, donc que ce soit la fille de l'ambassadeur, son compagnon très politisé, ou aussi le représentant de la Confédération avec cette espèce d'incarnation du devoir, du pouvoir, qui se fait presque parfois le double de cet ambassadeur qui a dû faire des choix qui n'étaient pas forcément ceux qu'il voulait faire à la base. Comment est-ce que vous avez appréhendé ces différents conflits dans l'approche de vos rôles? Peut-être dans l'ordre, je ne sais pas qui veut commencer, sentez-vous libre.
Alors, j'ai l'impression que pour le rôle de Hélène, qu'elle est un peu pivot, quoi, qu'il y a d'un côté toute la situation politique de son père, et puis en fait la situation politique de la génération d'après qui est quand même représentée par son copain. Puis pour un rôle un peu, enfin, disons classiquement en tant que femme, presque, elle est coincée quand même dans le rôle de l'intime là-dedans. Et je l'ai pris comme ça aussi le rôle, donc je me suis dit quels sont les... Qu'est-ce qui la motive aussi? Elle est à l'aube un peu de sa vie, elle n'a pas envie de faire comme ça, comme avant, mais en même temps elle n'est pas hyper politisée, en tout cas dans ce qui se raconte là dans le film, pas comme son compagnon. Et du coup d'aussi un peu chercher quels sont les conflits plus au niveau intime et relationnel avec ce père, et pour aussi trouver un peu la nuance et puis le réel dilemme de ces deux générations en fait. Donc voilà, moi je me suis vraiment beaucoup axée sur cette biographie plus familiale que politique. Non, moi je dirais que Nicolas il n'a pas du tout justement ce recul que Hélène a, parce que lui il a envie de foncer dans le tas d'une certaine manière, il a envie de faire comprendre à la génération de l'ambassadeur que c'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'il faut imaginer les choses différemment. Donc je pense qu'il a un peu moins de recul et de tact, et il a quand même toujours en arrière-pensée Maurice Bavo qui est là aussi pour le représenter d'une certaine manière et lui rendre justice. Donc je pense qu'il a une moins grande réflexion autour de justement de comment est-ce qu'il se situe. À mon avis, il est beaucoup plus radical et je pense que la génération d'avant a fait sans doute des choses fausses et qu'il aimerait que sa génération puisse défendre des choses meilleures, on va dire, ou bien un débat autour de ce moment d'histoire qui pour lui est important, et de montrer justement des gens comme Maurice Bavo ou bien d'autres personnes, d'autres résistants qui ont pu se mettre en avant d'une certaine manière. Ouais. Bon, moi, je pense que je fais partie de la génération des actifs à ce moment-là, qui veut très pragmatique. Enfin, je pense qu'on peut définir la politique suisse comme étant toujours extrêmement pragmatique. Et maintenant, il s'agit de pousser l'ambassadeur dehors parce qu'il est devenu gênant. Et puis, j'adore la dernière phrase du film qui dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et puis on dit, certes, on a eu tort, mais on s'en fout, maintenant on va de l'avant. Et nous sommes vos amis, les Américains, et les Alliés, on était de leur côté. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai pris ce rôle, c'est juste... oui, certainement, on a fait les choses pas bien. Who gives a shit? Let's go forward. Allons-y. Et puis, donc je fais pas partie de la génération des idéalistes qui sont en dessous, qui n'ont pas fait beaucoup mieux d'ailleurs après, mais c'est pas la question. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je me permets de rebondir sur un élément qui a été mentionné par Yann, qui est cette espèce d'interaction qui caractérise tout le film entre les personnages de fiction, qui sont vraiment personnages imaginés et écrits pour le film, mais qui interagissent de près ou de loin, que ce soit parce que c'est des fantômes, parce que c'est des présences comme justement ce personnage de Maurice Bavo, hein, donc ce jeune Suisse qui a essayé de tuer Hitler. Et je me demandais, toi Yann, dans l'approche de ton rôle, comment est-ce que tu avais abordé presque ce statut de double que ton personnage a par rapport à ce Bavo? C'est pas vraiment son double, mais en tout cas tu l'as dit, c'est son porte-parole. Et comment est-ce que tu as dû te plonger ou non dans cette période historique et dans l'existence de ce personnage qui a, lui, bel et bien existé, contrairement à ton personnage, disons? Alors, plonger, je ne me suis pas vraiment dû me replonger là-dedans parce que je connaissais un peu quand même, et puis voilà. Et puis j'ai quand même pas mal parlé avec Laurent, et la semaine dernière, il me rappelait aussi que pour lui, le personnage de Nicolas Fabre, c'est aussi la porte d'entrée de fiction vers une certaine réalité, donc vers l'ouverture de Maurice Bavo, qu'on parle de Maurice Bavo dans le récit. Et moi, c'était plus un peu, je me suis plus fait, mais un peu, ça rejoint la question d'avant, mais je me suis plus représenté quelle était la relation que Nicolas avait avec Maurice Bavo. Et je me suis même dit, mais où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Enfin, je pense qu'ils ont vraiment
partager des choses ensemble, et que peut-être que Maurice Bavos a été le plus courageux de toutes ces personnes qui peut-être, ces résistants comme je disais avant, ou bien qui avaient un idéal qu'ils voulaient défendre, et du coup il est même allé jusqu'au front, on peut le dire. Et je pense qu'il y a aussi un peu une part de se dire que Maurice Bavos avait fait sa part, voilà, et maintenant Nicolas, même si je pense, parce que là on dirait que j'ai utilisé Hélène pour arriver à son père, mais je pense qu'il a un véritable amour pour cette personne. Mais voilà, c'était tout d'un coup, il avait cette possibilité de pouvoir être au cœur de quelque chose qu'il pouvait défendre, et qu'il a saisi cette opportunité-là, quoi. Oui. Et puis, peut-être d'un point de vue, là tu parlais aussi de comment tu t'es préparé pour ce rôle, comment tu as appréhendé le personnage. D'un point de vue peut-être plus pragmatique, et ma question elle est pour toi Cléa, ton personnage est un personnage bilingue, c'est un film qui est en grande partie bilingue, hein, qui switch de l'allemand vers le français en permanence, même au sein d'une même ligne de dialogue. Et je me demandais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, mais comment est-ce que la préparation de ce rapport particulier à la langue, aussi la préparation en lien avec les dialectes, même suisse-allemand particuliers de cette période-là d'après-guerre, s'est faite pendant le processus de création du film? Alors, donc tout au début, quand j'avais rencontré Dan et puis Laurent, ils m'avaient dit que ça allait se passer en suisse allemand et en français. Et moi, je suis genevoise avec des parents allemands, donc je parle l'allemand, mais pas le suisse allemand. J'ai eu très très peur. Et en fait, il y avait une coach qui était là pour m'apprendre à parler. C'était quand même une femme très particulière. Elle était à Berlin, donc elle me faisait des messages vocaux avec le texte que je réécoutais vite avant. Et non, mais dont on avait parlé aussi pas mal, parce que c'est donc un accent bernois. Je dis peut-être des choses que certaines personnes dans la salle savent bien mieux que moi, mais un accent bernois, et puis d'une certaine période, on essayait, en tout cas peut-être avec certaines tournures de phrases ou certains mots, et de retrouver voilà, cette chose très typique bernoise de ces années-là. Et donc voilà, ça a été une préparation comme ça avec elle, et j'ai trouvé hyper intéressant de... voilà, je suis aussi bilingue dans la vie, et puis c'est vrai qu'on est aussi un peu tiraillé, puis que c'est quelque chose de tellement particulier, suisse. Je vis moi-même à Bienne, et puis de tout d'un coup retrouver ça dans un film, je trouvais ça assez fou, et puis qu'on mette un accent là-dessus aussi. Donc pour le rôle, c'était aussi quelque chose qui m'était encore jamais arrivé, de devoir d'avoir les deux, quoi. Ouais. Je m'adresse peut-être, avant de vous laisser la parole aussi, hein, une dernière question, mais qui ne s'adresse plus au Dan double de Laurent, mais au Dan producteur. Peut-être de nous raconter un peu, parce que je sais que c'est un film qui est un film de cœur, un film qui vous a demandé énormément de passion et aussi énormément de persévérance. Peut-être de nous raconter aussi ce processus de production, comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce que vous l'avez tourné aussi, ce film, de manière concrète? Alors ce serait, justement, comme ça serait une longue histoire, je vais le résumer vraiment en quelques points, mais c'est vrai Laurent m'a proposé ce sujet, je dirais, peut-être en 2009 ou 2010. Donc c'est pas rare dans le milieu dans lequel je travaille que ça prenne du temps avant d'arriver à faire un film. Donc au début c'est une idée, ensuite il y a eu de l'écriture, de la réécriture. Et ensuite, la réalité, c'est qu'il faut, non seulement il faut concrétiser le film par une vision artistique, il faut trouver les comédiens, mais il faut aussi réunir des fonds, du financement. Et ça, c'était la chose la plus compliquée pour nous, en tout cas à l'époque, on était des jeunes cinéastes. Donc ça nous a pris quelques années pour trouver une solution aussi pour pouvoir financer le film. Solution qui n'est malheureusement pas arrivée, mais entre-temps... la société a un petit peu grandi, et puis j'ai pu réunir des fonds autour de moi pour faire ce film qui, comme tu l'as dit, nous tenait vraiment à cœur. En fait, depuis 2010, on savait qu'on allait faire ce film. On a toujours su qu'on allait le faire, on ne savait pas comment ni quelle forme exacte il allait avoir, mais on pensait déjà à l'époque que ce sujet devait exister au cinéma, et que nous, en tant que cinéastes suisses, on allait tout faire pour pouvoir le réaliser. Donc c'est vrai que ça a été un travail de persévérance. On n'a malheureusement pas été très très bien soutenu autour de... Enfin, je dirais, d'habitude, il y a des institutions qui pourraient financer tout ça. Là, on a vraiment mis
et puis en fait, c'est pas que nous, c'est pas que Laurent et moi. Au bout d'un certain moment, l'équipe qui fait ce film, entre les techniciens et les comédiens, sont devenus partie prenante. Ils nous ont aidés à faire le film aussi parce que ils avaient eux aussi envie de le faire, et du coup, on a pu le faire d'une manière plus économique. Ça, c'est pragmatique. Tout le monde a joué le jeu pour être plus ou moins bien payé. C'était plus une question d'argent. D'habitude, le cinéma, c'est une question d'argent, souvent. Là, les gens avaient envie de faire ce film, donc ils sont presque venus gratuitement. Et puis, on s'est réunis pendant 3 semaines au château de Lavigny. On est allé au château de Lavigny parce qu'on avait accès à une maison qui avait l'aspect de l'époque, en 1945, mais on jouait à Lavigny pour représenter Berne. On crée des establishings, comme on dit, on crée des situations qui nous font croire qu'on est à Berne, notamment à travers 2 ou 3 tournages d'extérieur, 2 ou 3 jours de tournage à l'extérieur, à Berne, pour de vrai. Mais après, on revient dans cette maison qui, en fait, n'est pas située à Berne, dans le film et dans l'action, oui. Dans la pratique, la seule maison qu'on ait trouvée et qui nous a ouvert ses portes se situait dans le canton de Vaud, à Lavigny. Et on a vécu ensemble, en tout cas pendant le tournage, il y a eu une période de préparation bien sûr, mais pendant le tournage, on a vécu tous ensemble dans ce village. À Lavigny, c'est près d'Aubonne, je ne sais pas si vous connaissez. Vraiment d'une manière un peu communautaire, avec l'aide et la participation des gens du village. Donc ça a été une expérience incroyable d'être tous ensemble et puis de faire tout ce qu'on pouvait en un temps record pour tourner ce film. On était très bien préparés pour le faire, on n'aurait pas pu faire un film en si peu de temps, parce qu'on est resté 3 semaines sur place, on a tourné 18 jours, donc quasiment tous les jours. Mais c'était le résultat d'une préparation assez précise. Et on était une toute petite équipe. J'ai regardé la photo d'équipe du tournage, on a l'impression qu'on est une classe à l'école primaire, on est 20 quoi, sur la photo, et en fait c'est des gens qui ont fait le film. Et c'est assez rare dans le cinéma, d'habitude, enfin là aussi, j'ai fait des films plus importants que ça, qui demandent des fois 30, 40, 50 personnes sur un plateau. Là, c'est familial comme tournage. Mais voilà, c'est pour résumer brièvement. Mais ça prend du temps, il y a de l'écriture, il y a de la réécriture, il y a du financement, on nous refuse, on nous et puis après, il faut trouver comédiens, il y en a qui sont plus dispo. Le cinéma, c'est tout le temps comme ça. Là, je crois qu'on est arrivé à faire ce film. D'abord, il y avait un vrai sujet, on voulait faire ce film, on savait qu'on allait le faire avec le réalisateur. Et je crois que notre envie et notre énergie a réussi à convaincre l'ensemble des gens qui nous ont suivis. Et une fois sur place, on s'est bien amusé aussi, quoi. Parce que les gens aiment travailler. Quand le projet est bien, les gens ils ont envie d'y aller. Et puis voilà, les comédiens qui sont là aujourd'hui, eux aussi, ils sont à la recherche de rôles intéressants. Tout le monde avait envie de faire ce film. En tout cas, vous dégagez une belle complicité pour avoir passé un moment avec vous aujourd'hui. Et je me tourne peut-être vers le public pour que vous puissiez aussi adresser vos questions à l'une ou l'autre des personnes qui sont à côté de moi. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Il y a un micro qui va venir. C'est mieux de parler dans le micro parce que vu que c'est enregistré, comme ça vous pourrez vous réécouter. Juste là, la question. Bonsoir. Vous avez évoqué les différences générationnelles. Moi, j'ai vu aussi la différence entre les hommes, qui sont globalement des salauds, tous, et les femmes. Alors comment est-ce que, respectivement, vous avez abordé ça ? Bon, alors moi, je sais pas si moi j'aurais dit des salauds, mais dans le sens où, en tout cas pour le rôle, de se retrouver plutôt un peu en dilemme. Mais effectivement, dans des hommes qui rule the world, ça je l'ai senti fort parce que c'est une jeune femme, Hélène, qui est justement au début de sa vie. Moi, on a aussi dans le rôle, on a décidé qu'elle avait les cheveux courts, tout simplement juste par la mode aussi, qu'elle portait des pantalons, qu'elle avait peut-être envie un peu d'autre chose, un caractère quand même pas faible, et néanmoins quand même coincé aussi entre son copain qui fait quand même des choses sans lui en parler, et puis son père qui fait des choses sans lui en parler aussi, et puis c'est chouette pour tout le monde ça, sauf pour elle. Et puis du coup c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, et puis que je me suis posée aussi. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est la valeur un peu historique, où je me raconte que je trouvais vraiment passionnant de se dire ça arrive comme ça, c'est un peu la réalité des choses, et qu'il n'y a pas que, parce que vous avez dit le mot salaud,
moi j'ai trouvé intéressant de me dire c'est pas que ça, c'est aussi des espèces de situations dans lesquelles on est coincé, et parce que nous dans notre relation on s'est aussi raconté qu'il y avait vraiment quelque chose entre eux, que c'est pas juste opportuniste, et voilà, je sais pas si c'est ça qui se raconte ou pas, mais voilà, il y a un dilemme générationnel, de genre, et puis politique, quoi. Et pour moi, ces questions morales, sur tous les fronts, elles sont un peu au centre du film. Donc ça me plaît aussi que même cette question-là, de manière sous-jacente, elle soit là entre celle qui joue ma mère et Hélène. Je suis pas sûr d'être d'accord avec vous quand vous dites que tous les hommes sont des salauds, parce que je trouve que le film rend assez justice au fait que il condamne pas l'ambassadeur. Je trouve qu'on peut lire entre les lignes, de se dire mais pourquoi moi je dois payer pour les autres, j'ai reçu des ordres de au-dessus. On peut l'entendre dans notre quotidien, on a tous un job avec un patron ou une patronne, et puis je trouve que peut-être que les mauvais rôles au regard 70 ou 80 ans après, on se dit ah ouais, moi j'aurais pas fait ça, mais sans le recul historique, je trouve pas qu'ils sont dépeints comme étant des salauds. Voilà. Je dis pas que si j'avais été le personnage que je joue, je serais très fier de ça aujourd'hui, mais je trouve qu'on laisse la place à beaucoup d'ambiguïté chez les rôles masculins aussi. Bien sûr, on peut percevoir de différentes manières les personnages de ce film. Bon, on est très concentré sur le personnage principal, qui est l'ambassadeur, c'est vraiment son histoire. Mais c'est certain que la volonté, en tout cas du réalisateur que j'accompagne, n'a à aucun moment été de stigmatiser, de prendre parti, en fait. On essaie de montrer cette ambivalence qu'il peut y avoir chez un être humain qui est pris finalement entre sa fonction et sa propre humanité. C'est ça, à mon avis, que je trouve aussi intéressant dans le film, c'est de ne pas juste avoir dit l'ambassadeur était un salaud, ou d'essayer de faire croire qu'en fait c'était un bon gars. C'est ni l'un ni l'autre, et c'est les deux à la fois, c'est la complexité de l'être humain. Il était dans une position pas facile. Avant de m'intéresser au sujet, j'aurais dit ce mec était probablement un salaud. Il était proche du régime nazi, etc. On peut encore le penser aujourd'hui éventuellement, mais en fait, c'était pas aussi simple que ça. Et puis ce qu'on n'a pas dit dès le départ, c'est qu'en fait, le film est une fiction, mais c'est une fiction documentée. Et peut-être ça, c'est une question qui risque de revenir bientôt. Enfin, comme vous pourriez poser, mais j'anticipe là-dessus. Pour raconter l'histoire de l'ambassadeur, il y a eu énormément de documentation. On a lu des courriers, on a lu des rapports, on a lu son journal intime. On essaie d'être juste, en fait, par rapport au personnage. Alors, il y a l'histoire, il y a une volonté de raconter une histoire, puis de rendre ça intéressant pour le spectateur, mais par rapport à la véracité au niveau historique, là-dessus, on est assez précis. Enfin, on a essayé de l'être, on s'est bien documenté, on essaie d'être juste et de pas prendre parti, d'essayer de raconter les choses un peu objectivement, tout en donnant une histoire au spectateur. Donc il y a des choses qui sont évidemment inventées. Et par ailleurs, l'incursion du personnage de Maurice Bavo, on a retrouvé des lettres entre la mère de Maurice Bavo et Hans Frölicher, le véritable ambassadeur. Mais est-ce que cette relation a existé? Est-ce qu'elle l'a vraiment rencontré? Est-ce que Bavo était une obsession pour Hans Frölicher? Ça fait partie de la fiction. Ça, c'est justement la part créative ou la liberté qu'un réalisateur, qu'un auteur peut prendre. Il s'en est emparé et il nous raconte une histoire. C'est pas faux non plus, ça aurait pu exister. On ne le saura jamais si c'était vraiment le cas. On a d'autres choses liées à la vie de cette personne qu'on sait être le cas et qu'on raconte indirectement dans le... D'ailleurs, la famille telle qu'elle est décrite dans le film n'est pas la famille qui était celle de Hans Frölicher. Elle était composée différemment. Il y a un monsieur qui voulait te poser une question. Merci.
moi c'est le point scénaristiquement qui m'a le plus surpris, c'est justement cette obsession Bavo. Et je me demandais s'il y avait presque une intention sarcastique dans le propos, c'est-à-dire voilà, on a 6 millions de juifs, on a d'innombrables prisonniers politiques, etc. Puis finalement on a l'impression que du point de vue de son entourage, son seul crime c'est le compatriote. À la fin, c'était un Suisse. Et je ne savais pas dans quelle mesure c'était un sarcasme qui était désiré, assumé, ou comment vous l'avez calibré par rapport au fait que finalement, même si Bergier c'était il y a 30 ans, on a assez peu vu en fait de représentation cinématographique fictionnelle de ce monde. Oui. Et d'où l'utilité de faire des films ou d'autres formes de s'exprimer, que ce soit à travers des films ou d'autres formes d'expression artistique, la littérature. C'est pas sarcastique, mais ça peut être symbolique. Donc en fait, le personnage de Bavo, indépendamment de l'histoire de Bavo, qui est intéressante en tant que telle, si on s'intéresse à sa propre histoire, qui est ce jeune homme qui a voulu assassiner Hitler, mais pour l'ambassadeur, ce personnage-là représente en fait quelque part ses propres remords, ses propres interrogations par rapport à comment il aurait dû agir ou pas à ce moment de l'histoire. C'est-à-dire que dans sa fonction, Bavo était peut-être un cas parmi d'autres. Nous, dans le cinéma, on essaie peut-être de synthétiser les choses et puis de dire la figure de Bavo va nous servir à illustrer la complexité du personnage de l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste en fonction, mais il pouvait éventuellement aussi ressentir des regrets ou une certaine ambiguïté dans son daily business, dans ses activités quotidiennes, parce qu'il avait des obligations, c'est ce que disait Simon tout à l'heure, et puis en même temps peut-être qu'il n'était pas lui-même en accord avec la politique, j'espère pour lui, du régime nazi, et puis peut-être même de la politique suisse, donc il était pris... voilà, donc parler de Bavo dans un film de cinéma, c'est une façon de soulever ces questions. Donc c'est plutôt un symbole. Et puis après, l'histoire de Bavo est intéressante en tant que telle. Donc on a essayé de fusionner les deux. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Un peu. On en parlera après. Parce qu'en fait, typiquement, moi j'aime bien ce genre de questions parce qu'on peut en débattre. Mais peut-être qu'on en parlera après. J'essaie de comprendre vraiment votre question par rapport à la notion de sarcasme, qui à mon avis va plus loin. Alors il y a encore des questions, super. Merci. En fait, c'était plutôt juste une observation, c'était ma perspective par rapport à la question qui vient d'être posée. Moi, j'ai tout de suite interprété le fait que si M. Bavo avait réussi son coup d'assassiner Hitler, ça aurait épargné la guerre, ça aurait épargné les 6 millions de Juifs qui sont enfin morts par la suite. Et c'est peut-être plus le symbolique du rôle que la Suisse aura pu jouer au-delà du fait que M. Bavo a eu l'échec. Voilà. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est plutôt une observation qu'une question. Merci. Ça marche aussi. J'ai juste une petite question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un titre en anglais pour un film bilingue suisse-allemand-français? C'est marrant, mais ouais. Puis en même temps, la réponse est dans la question. En fait, c'est aussi nouveau un truc dont on peut parler. En Suisse, c'est rigolo. Moi, des fois, je me retrouve avec des amis bernois, et puis je parle pas bien allemand, ils parlent pas bien français, on finit par parler en anglais. C'est une façon d'illustrer la complexité de la Suisse, on pourrait se dire ça. C'était aussi un peu marketing, c'est-à-dire que la traduction exacte en allemand, Ein vergessener Mann. On pensait que ça marchait pas trop bien. Un homme oublié, ça peut être sympa. Et puis, on s'est dit qu'on aimerait aussi que ce film circule à l'international, et puis on se dit que tout le monde comprendrait. Et puis, on en a marre de faire des films en Suisse que personne va voir. Et puis, du coup, les titres, souvent, ça aide pas. Puis, tout d'un coup, on fait un titre anglais. Waouh, allez, il faut aller voir ce film, on met une belle affiche. Et puis... Mais non, on aimait bien comme ça sonnait aussi. Puis, on n'est pas arrivé à ce titre tout de suite, parce que nous, jusqu'à 2 ou 3 mois avant de sortir le film s'est toujours appelé, pendant 10 ans, il s'est appelé L'Ambassadeur.
Et je sais pas si c'est un bon titre. Si on avait appelé ce film L'Ambassadeur, est-ce que ça donne envie d'aller voir? Un peu moins, peut-être. D'ailleurs, c'est des décisions un peu marketing. Un autre petit niveau. Est-ce qu'il y a peut-être alors, 2 dernières questions, là et... Je vois que la production a cherché à reproduire le plus fidèlement les détails historiques. Donc si le corps diplomatique suisse roulait réellement en voiture Mercedes, c'est pas tout un symbole aussi. Ça veut dire qu'il roulait réellement pour l'Allemagne, au sens propre. Là, je pense qu'on est assez proche de la réalité. On a fait nos recherches. Après, il y a une réalité pragmatique, c'est qu'obtenir des voitures de cette époque, c'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse. Donc il fallait aussi trouver ce qui était faisable. Mais je peux vous assurer qu'au moment que ce soit au niveau des costumes, ou des voitures, ou des accessoires, on essayait d'être le plus fidèle possible. Les spécialistes, ils verront quelques erreurs, mais en général, peut-être pas que quelques, mais on a fait au mieux. Et puis on a fait aussi dans la mesure de nos moyens. Mais les voitures, c'est un cas intéressant parce que y a des films d'époque où les voitures sont pas forcément d'époque. Nous, on a essayé d'avoir des voitures qui correspondent à ces années-là et aux fonctions. En fait, j'avais une question par rapport à la documentation que vous avez utilisée, parce que j'ai l'impression que le film se rapproche effectivement plus de la vision des historiens que de la vision du grand public qu'on a en Suisse, du rôle qu'on a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a des travaux en particulier que vous avez utilisés pour votre histoire? Est-ce qu'il y a des historiens à qui vous avez fait appel? Ou le rapport Berger, par exemple? Le rapport Berger, je pense que ça fait partie des lectures de Laurent, mais je ne sais pas qui a lu le rapport Berger en entier, mais en tout cas, il a eu accès à des résumés, puis c'est quelqu'un qui est féru d'histoire. En tout cas, ça l'a beaucoup intéressé à l'époque, mais on est rentré dans des sources assez précises, comme par exemple le journal intime de Hans Fröhlicher, qui était l'ambassadeur à l'époque, Hans Fröhlicher, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle... Enfin, c'était son journal intime, qui a été publié à compte d'auteur, à 400 exemplaires, et ça s'appelait Meine Aufgabe in Berlin. Donc ça, c'est un document qu'on a lu, qu'on a traduit, qu'on a consulté. Mais après, des recherches historiques au sens large, et puis après, beaucoup de temps passé aux archives de la... Comment on appelle ça, à Berne, là, les archives nationales, à chercher des documents, des correspondances. Par exemple, la correspondance entre Madame Bavot et Hans Fröhlicher, elle existe, on l'a consultée. L'histoire que vous voyez dans le film avec les pantoufles, c'est peut-être pas exactement ça, quand elle dit que son mari lui a envoyé des pantoufles. Mais par contre, le fait qu'elle ait demandé régulièrement à Hans Fröhlicher de libérer ou de rencontrer son fils en espérant pouvoir le gracier, ça c'est réel. Et le fait que Fröhlicher n'ait jamais rencontré... Vous voyez à quoi je fais allusion? Elle lui demande pourquoi il a jamais répondu aux lettres, en fait. Elle lui a écrit des lettres, et il n'a jamais répondu. Et ça c'est réel. Qu'est-ce qu'il y avait dans les lettres? Nous on les a lues, les lettres. C'est pas exactement ce que nous raconte Laurent dans le film. Il romance un peu le truc. Mais la teneur, le fond de l'affaire, c'est réel, par exemple. Après, toutes les questions historiques, les dates, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais il y a aussi beaucoup de fiction. Il y a des personnages dans la famille qui n'existent pas, il y a des interactions qui n'existent pas. Mais ça, c'est le cinéma. On parle indirectement, par exemple, du pouvoir industriel suisse à travers un personnage qui vient défendre ses propres intérêts, et ainsi de suite. Pareil pour l'éditeur. Je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté de Hans Fröhlicher de publier son propre livre auprès du même éditeur que... Enfin, tel que c'est raconté dans le film, en tout cas. Il y a une liberté, quand même, de création. C'est une fiction documentée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. On essaie d'être assez juste. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos questions. Merci encore, et je vous remercie de les applaudir encore, Cléa, Yann, Nicolas, Simon et Dan pour leur participation. Je vous rappelle aussi, alors ils seront encore par là si vous voulez leur poser des questions sur des documents précis, sur le travail de préparation, etc. Peut-être quelques minutes de manière informelle à la sortie. Je vous rappelle aussi que le film sort en Suisse romande dès demain, et donc je vous encourage, si vous l'avez aimé,
ou même si vous ne l'avez pas aimé, pour encourager le cinéma suisse à en parler autour de vous, à encourager les gens à aller le voir. Et je vous dis à très bientôt à la Cinémathèque Suisse. Merci encore de votre présence ce soir et au revoir, bonne soirée.